Jean Giono, Regain. Première partie. Chapitre 1. Quand le courrier de Banon passe à Vachères, c'est toujours dans les midis. On a beau partir plus tard de Manosque, les jours où les pratiques font passer l'heure, quand on arrive à Vachères, c'est toujours midi. Réglé comme une horloge. C'est embêtant, au fond, d'être là au même moment tous les jours. Michel, qui conduit la patache, a essayé une fois de s'arrêter à la croisée du Reveste des Brousses et de tailler une bavette avec la fanette Chabassue, celle qui tient le caboulot des deux singes, puis de repartir tout Plampinet. Rien n'y fait. Il voulait voir, eh bien, il a vu. Sitôt après le détour d'Hôpital, voilà le clocher bleu qui monte au-dessus des bois comme une fleur, et au bout d'un petit moment, voilà sa campagne qui sonne l'Angélus, avec la voix d'une clochasse de bouc. « Eh bien, c'est encore midi, » dit Michel, et puis, penché sur la boîte de la patache, « Vous entendez là-dedans ? C'est encore midi, il n'y a rien à faire. » Alors que voulez-vous ? On tire les paniers de dessous la banquette et on mange. On tape à la vitre. « Michel, tu en veux de cette bonne andouillette ? Et de cet œuf ? Et de ce fromage ? Ne te gêne pas. » Il ne faut pas faire du tort à personne. Michel ouvre le portillon et prend tout ce qu'on lui donne. « Attendez, attendez, j'ai les mains pleines. » Il met tout ça à côté de lui, sur le siège. « Passez-moi un peu de pain aussi. Et puis, s'il y en a un qui a une bouteille... » Après Vachères, ça monte. Michel alors attache les guides à la manivelle du frein et il commence à manger, tranquillement, en laissant les chevaux aller leur train. Ceux qui sont dans la voiture, c'est la plupart du temps toujours les mêmes. Un acheteur de lavande qui vient des villes de la côte, un camou ou un nom comme ça, un berger qui monte aux pâtures et qui taille régulièrement dans son pain un morceau pour lui, un morceau pour son chien. Une maîtresse de ferme, tout sur son 31 de la tête aux pieds, et une de ces filles des champs qui sont comme des fleurs simples avec du bleuet dans l'œil. Quelquefois, il y a, en plus, le percepteur et sa serviette assis à côté comme deux personnes raisonnables. Le clocher de Vachères est tout bleu. On l'a badigeonné de couleurs depuis la sacristie jusqu'au petit chapeau de fer. Ça, c'est une idée de ce monsieur du domaine de la Sylvabelle. Il n'a pas voulu en démordre, puisque je vous dis que je paye la couleur, moi, toute la couleur, et que je paye le peintre, moi, puisque je vous dis que vous ne payez rien et que je paye tout, moi. Alors on l'a laissé faire. Ça n'est pas si vilain, et puis ça se voit de loin. Ceux qui voyagent dans la voiture du courrier le regardent longtemps, ce clocher bleu, tout en mâchant l'andouillette. Ils le regardent longtemps parce que c'est le dernier clocher avant d'entrer dans le bois, et que, vraiment, à partir d'ici, le pays change. Voilà. De Manosque à Vachères, c'est colline après colline. On monte d'un côté, on descend de l'autre, mais chaque fois on descend un peu moins que ce qu'on a monté. Ainsi, peu à peu, la terre vous hausse sans faire semblant. Ceux qui ont déjà fait le voyage 2 ou 3 fois s'en aperçoivent, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de champs de légumes. Puis, parce que le blé est de plus en plus court. Puis, parce qu'on passe sous les premiers châtaigniers. Puis, parce qu'on traverse à gué des torrents d'une eau couleur d'herbe et luisante comme de l'huile. Puis, parce qu'enfin paraît la tige bleue du clocher de Vachères et que ça, c'est la borne. On sait que la montée qui commence là, c'est la plus longue, c'est la plus dure, c'est la dernière, et que, d'un seul élan, elle va porter les chevaux, la patache et les gens au plein milieu du ciel, avec et les vents et les nuages. On ne descend plus de l'autre côté. On va monter d'abord sous bois, puis à travers une terre malade de lèpre comme une vieille chienne qui perd ses poils. Puis on va être si haut qu'on recevra sur les épaules comme des coups d'aile, en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue toute rabotée par la grande varlope de ce vent. On trottera un petit quart d'heure, et dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de 50 maisons, on trouvera Banon. Les chevaux ont l'habitude. Il y a d'abord un beau détour, comme un coude de bras,
Les clochettes des deux colliers, les graves pour le cheval roux, les clairs pour le cheval blanc, sonnent tantôt les unes, tantôt les autres, dans les forts des garrots. À toi, à moi, à toi, à moi. Puis, l'ornière oblique, toute seule, vers un bosquet de châtaigniers et les chevaux s'arrêtent, sans commandement. Michel saute du siège, ouvre la portière et invite à descendre. « Sieurs, dames, pour soulager les chevaux. » Aujourd'hui, il y a comme ça la demoiselle Delphine du bureau de tabac, la grosse Laure Duvernay qui va à la ferme des Glorias aider à tuer le cochon, et l'oncle Joseph. En sautant sur la route, ils disent « Monstre, tu nous fais sortir avec un temps comme ça !» Le vent de novembre écrase les feuilles de chêne avec des galopades de troupeaux. Il est tout bien froid jusqu'au fond d'un beau froid dur. Il a fait taire d'un seul coup toutes les sources. Il n'y a plus que son bruit dans des bois. Oh, pour un peu de vent qui passe. L'oncle Joseph, c'est le plus vieux. « L'oncle, dit Michel, ça vous va faire du bien d'un peu marcher. » C'est l'oncle d'Agatange, le cafetier du cercle à Banon. On a l'habitude de le rencontrer dans le café près du poêle ou près de la partie de manille, et c'est comme ça, l'oncle de tout le monde. Oh, moi, le bien. Enfin, pourtant, ça va la santé. Bon, je me plaindrais, j'aurais tort. Ah, vous avez bien fait de venir chez le neveu. C'était plus une vie ce que vous faisiez là-bas, à Aubignan. C'était plus guère tenable. On n'était plus que 5, puis le Felipe a eu sa place de facteur au Revest, alors c'est venu de moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu plantes ici ? D'un jour à l'autre, ça va te dégringoler sur la tête, en galère. C'est à ce moment-là que je l'ai fait dire au neveu, je lui ai tout donné. Moi, un peu de soupe, un peu de tabac, je fais mon train. Et les autres, ils y sont encore là-bas ? Je l'ai su par un des hautes terres, ils y sont encore 3. Il y a Gobert, tu sais, le guigne-queue, le père du Gobert qui est garde aux Bouvières. Il est encore plus vieux que moi. Il y a Panturle, celui-là, et puis il y en a une qu'on y dit la Piémontaise. 3. Le vent soulève le ciel comme une mer. Il le fait bouillonner et noircir, il le fait écumer comme les montagnes. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus ces plaques étales d'azur paisible, il n'y a plus que la course des nuages. Ils descendent vers le sud. À des moments, ce vent plonge, écrase le bois, s'élance sur la route en tordant de longues tresses de poussière. Les chevaux s'arrêtent, baissent la tête. Le vent passe. Quand le souffle lui est revenu, « Cette piémontaise, dit la grosse Laure, c'est pas une femme qui a les cheveux rouges. Elle a toujours un de ces fichus. Elle va aussi aider pour les cochons. Je l'ai rencontrée aux cerisettes l'an passé. » « Toi, tu connais toujours, dit l'oncle, et au fond, tu ne connais rien. Non, elle n'a pas les cheveux rouges. Elle ne sort guère d'Aubignan, c'est une vieille cavale toute noire. La Zia Mamèche, c'est son nom. Cette femme, ça fait au moins 40 ans qu'elle est là-bas. Je me souviens, moi, de quand elle est arrivée. Elle ne savait pas un mot de français. Elle se mettait sous un talus et elle chantait. Puis son homme est mort, puis son petit est mort. C'est même quelque chose de curieux, ça. Le vent hurle derrière les nuages. Son homme, c'était un puisatier. Il avait pris l'entreprise du communal. Ce que c'est que le destin. On faisait un puits, nous, à Aubignan. Lui, il était de l'autre côté de ces Alpes, peut-être bien tranquille. Nous, avec notre puits, on arrive à un endroit difficile, tout en sable qui coule, et notre maçon, qui était des Corbières, nous dit « Je ne descends plus là-dedans, j'ai pas envie d'y rester ». Et lui, le Piémontais, c'est juste à ce moment-là qu'il arrive à Aubignan avec guère de sous et une femme qui allait faire le petit. Ce qui l'avait tiré de là-bas, ici, aller chercher le destin. Moi, je descends, qu'il dit. Il a creusé au moins 4 mètres. Il remontait tous les soirs, blanc, gluant comme un verre, avec du sable plein le poil. Et un soir, vers les 6 heures, on a entendu, tout par un coup, en bas, comme une noix qu'on écrase entre les dents. On a entendu couler du sable et tomber des pierres. Elle n'a pas crié. Il n'est plus remonté. On n'a jamais pu l'avoir.
Quand au milieu de la nuit on a descendu une lanterne au bout d'une corde pour voir, on a vu monter l'eau au-dessus de l'écroulement. Elle montait vite. On était obligé de hausser la corde à mesure, et il y avait au moins 10 mètres d'eau au-dessus de lui. Alors, fait Michel qui s'arrête tout pétrifié au milieu de la route. Puis il recommence à marcher parce que sa voiture et les autres avancent. Le plus, continue l'oncle Joseph, c'est que ça n'est pas tout là. Elle était marquée, cette femme. Bon, ça va bien. Son homme meurt, comme je vous dis, et nous, à la commune, on s'arrange pour lui donner du secours. Et on laisse le puits. On ne voulait pas boire de cette eau. Elle eut son petit, peut-être 2 mois après. On disait, avec ce qu'elle a passé, il naîtra mort. Non, son petit était beau. Alors, elle a un peu repris de la vie. Elle faisait des paniers. Elle allait au ruisseau. Elle coupait l'osier. Elle tressait la corbeille. Elle portait le jeune homme dans un sac, et pendant qu'elle travaillait, elle le posait dans l'herbe et elle chantait. Il restait tranquille. C'est arrivé combien de fois? Elle lui donnait des fleurs pour l'amuser. C'est de ça qu'elle aurait dû se méfier. Il avait 3 ans. Il courait, seul. Cette fois, c'est l'oncle qui s'arrête au milieu de la route. Vous savez que ce n'est pas commode de parler en montant la côte. Je souffle. Je me fais vieux. Il repart, doucement. Il continue. Alors, une fois, c'était à l'époque des olives, on a entendu dans le bas du vallon comme une voix du temps des loups. Et ça nous a tous séchés de peur sur nos échelles. C'était en bas, près du ruisseau. On est descendu à travers les vergers, tous muets, à ne pas savoir. Nos femmes étaient restées toutes serrées en tas. Et ça hurlait toujours en bas, à déchirer le tendre du ventre. Elle était comme une bête. Elle était couchée sur son petit comme une bête. On a cru qu'elle était devenue folle. L'Onésimbus met sa main sur elle pour la lever de là-dessus, et elle se retourne, et à pleine bouche, elle lui mord la main. À la fin, on a pu l'emporter. Son petit était dans l'herbe, tout noir déjà et tout froid. L'œil gros comme un poing, et dans la bouche, une bave épaisse comme du miel. Il était mort depuis longtemps. On a su, parce qu'il en avait encore des brins dans sa petite main, qu'il avait mangé de la ciguë. Il en avait trouvé une touffe encore toute verte, et il s'en était amusé, pas très loin de sa mère qui chantait. Pauvre Dieu, Jean, mademoiselle Delphine. Ils marchent un long moment, tous les 4, sans rien dire. Le vent éparpille le bruit des clochettes, comme des gouttes d'eau. Le côté gauche du bois est comme d'un coup tout effondré, et c'est un val. Un chemin ouvre sa bouche au ras de la route. Il a dû ramper à travers bois et monter et s'élancer pour venir jusque-là. Il est mort. Il est tout vert d'herbe. On le voit immobile, allongé sous les chênes. Les feuilles se collent sur lui. Les herbes poussent à travers lui comme à travers un serpent mort. Par la fente du val, on voit au-delà un pays tout roux comme un renard. « Le voilà, votre chemin d'Aubignane, » dit Michel. « Ça n'a pas l'air bien passager. Allez maintenant, en voiture, l'oncle, serrez-vous à côté des filles, vous aurez chaud. » Mademoiselle Delphine a de gros mollets qui débordent en bourrelet la tige des bottines. Quand elle monte le marchepied, elle sait que Michel les regarde. Elle s'arrête, une jambe en l'air, et elle demande « Alors, l'oncle, c'est là-bas, Aubignane? Là où ça a l'air tout mort ?» Chapitre 2. Aubignane est collé contre le tranchant du plateau comme un petit nid de guêpe. Et c'est vrai, c'est là qu'ils ne sont plus que 3. Sous le village, la pente coule sans herbe. Presque en bas, il y a un peu de terre molle et le poil raide d'une pauvre oseraie. Dessous, c'est un vallon étroit et un peu d'eau. C'est donc des maisons qu'on a bâties, là, juste au bord, comme en équilibre. Puis au moment où ça a commencé à glisser sur la pente, on a planté, au milieu du village, le pieu du clocher, et c'est resté tout accroché. Pas tout. Il y a une maison qui s'est comme décollée, qui a coulé du haut en bas toute seule,
qui est venu s'arrêter, les 4 fers d'aplomb au bord du ruisseau, à la fourche du ruisseau et de ce qu'ils appelaient la route, là, contre un cyprès. C'est la maison de Panturle. Le Panturle est un homme énorme, on dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse, les bras écartés pour regarder la terre, c'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Il a une grande lèvre, épaisse et difforme, comme un poivron rouge. Il envoie la main lentement sur toutes les choses qu'il veut prendre. Généralement, ça ne bouge pas ou ça ne bouge plus. C'est du fruit, de l'herbe ou de la bête morte. Il a le temps. Et quand il tient bien. De la bête vivante, quand il en rencontre, il la regarde sans bouger. C'est un renard, c'est un lièvre, c'est un gros serpent des pierrailles. Il ne bouge pas. Il a le temps. Il sait qu'il y a quelque part dans un buisson un lacet de fil de fer qui serre les coups au passage. Il a un défaut, si on peut dire. Il parle seul. Ça lui est venu aussitôt après la mort de sa mère. Un homme si gros que ça avait une mère, comme une sauterelle. Elle est morte du mal. On appelle ça le mal, mais c'est une vapeur. Ça prend les gens d'âge. Ils ont les 3 sueurs, le point de côté, puis ça s'arrache tout là-dedans et ils meurent. C'est le sang qui se caille comme du lait. Quand elle a été morte, il l'a prise sur son dos et il l'a portée au ruisseau. Il y a là un pré d'herbe, le seul de tout le pays, un petit pré naturel, et il a quitté sa mère sur l'herbe. Il lui a enlevé sa robe et ses jupes et ses fichus parce qu'elle était morte, habillée. Il n'avait pas osé la toucher pendant qu'elle souffrait et qu'elle criait. Comme ça, il l'a mise nue. Elle était jaune comme de la vieille chandelle, jaune et sale, c'est pour ça. Il avait porté un morceau de velours et la moitié d'une pièce de savon, et il avait lavé sa mère de la tête aux pieds, partout, en faisant bien le tour des os, parce qu'elle était maigre. Puis il l'a mise dans un drap et il est allé l'enterrer. C'est du soir même qu'il s'est mis à parler seul. Des fois, il monte au village voir Gobert ou la Zia Mamèche. Gobert, c'est un petit homme, tout en moustache. Du temps où il y avait ici de la vie, je veux dire, quand le village était habité à plein, du temps des forêts, du temps des olivets, du temps de la terre, il était charron. Il faisait des charrettes, il cerclait les roues, il ferrait les mulets. Il avait alors de la belle moustache en poils noirs, il avait aussi des muscles précis et durs comme du bambou et trop forts pour son petit corps, et qui le lançaient à travers la forge, de ci, de là, toujours en mouvement, à saut de rat. C'est pour cela qu'on lui a mis le nom de Guigne-queue, ce petit oiseau que les buissons se jettent comme une balle sans arrêt pendant 3 saisons de l'an. C'est Gobert qui faisait les meilleures charrues. Il avait un sort. Il avait creusé un trou sous un cyprès, et le trou s'était empli d'eau. Et cette eau était amère comme du fiel de mouton, probablement parce qu'elle suintait d'entre les racines du cyprès. Quand il voulait faire une charrue, il prenait une grande pièce de frêne, et il la mettait à tremper dans le trou. Il la laissait là pas mal de temps, de jour et de nuit, et il venait quelquefois la regarder en fumant sa pipe. Il la tournait, il la palpait, il la remettait dans l'eau. Il la laissait bien s'imbiber, il la lavait avec ses mains. Des fois, il la regardait sans rien faire. Le soleil nageait tout blond autour de la pièce de bois. Quand il revenait à la forge, Gobert avait les genoux des pantalons tout verts d'herbe écrasée. Un beau jour, c'était fait. Il sortait sa poutre et il la rapportait sur l'épaule, toute dégoûtante d'eau, comme s'il était venu de la pêcher dans la mer. Puis il s'asseyait devant sa forge. Il mettait la pièce de bois sur sa cuisse. Il la pesait de chaque côté, à petite pesée. Il la tordait doucement et le bois prenait la forme de la cuisse. Eh bien, ça, fait de cette façon, c'étaient les meilleures charrues du monde des laboureurs. Une fois finie, on venait la voir, on la touchait, on la discutait. On disait « Gobert, combien tu en veux ?» Et lui, il s'arrêtait de sauter de l'enclume au baquet pour dire « Elle est promise !»
Maintenant, Gobert, c'est un petit homme tout en moustache. Les muscles l'ont mangé, ils n'ont laissé que l'os, la peau de tambour. Mais il a trop travaillé et plus avec son cœur qu'avec ses bras. Ça fait maintenant comme une folie. Sa forge est au sommet du village, c'est une forge froide et morte. La cheminée s'est battue avec le vent et il y a des débris de plâtre et de briques dans le foyer. Les rats ont mangé le cuir du soufflet. C'est là qu'il habite, lui, Gobert. Il a fait son lit à côté du fer qui restait à forger et qu'il n'a pas forgé. S'est allongé, glacé dans l'ombre sous la poussière, et il s'allonge à côté, le soir. Sur le parquet de terre battue, l'humide a fait gonfler des aposthumes gras, mais il y a encore l'enclume, et autour d'elle, comme un cale, la place nette, tannée par les pieds du forgeron. L'enclume est toute luisante, toute vivante, claire, prête à chanter. Contre elle, il y a aussi un marteau pour frapper devant. Le bois du manche luit du même bon air que l'enclume. Tout le jour, quand il s'ennuie, Gobert vient, met les deux mains au marteau, le lève et tape sur l'enclume, comme ça, pour rien, pour le bruit, pour entendre le bruit, parce que dans chaque coup, il y a sa vie à lui. Ce bruit d'enclume, ça va dans la campagne et parfois, ça rencontre Panturle qui chasse. C'est encore une chose à quoi on peut parler, ça. Ce matin, c'est le grand gel et le silence. C'est le silence, mais le vent n'est pas bien mort. Il ondule encore un peu. Il bat encore un peu de la queue contre le ciel dur. Il n'y a pas encore de soleil. Le ciel est vide. Le ciel est tout gelé comme un linge étendu. Il y a du feu chez Panturle. Il se lève au blanc de l'aube. Il est là, debout, devant l'âtre, à regarder les flammes bourrues qui galopent sur place à travers des ramets d'oliviers sèches. Il prend le chaudron aux pommes de terre, de l'eau et des pommes de terre. C'est tout à la fois la soupe, le fricot et le pain. Le feu d'olivier, c'est bon, parce que ça prend vite. Mais c'est tout juste comme un poulain, ça danse en beauté sans penser au travail. Comme la flamme indocile se cabre contre le chaudron, Panturle la mate en tapant sur les braises avec le plat de sa main dure comme de la vieille couenne. La main en l'air pour un dernier coup, il dit à son feu « Ah, tu as fini ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.